Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Le Grand Matin sur Sud Radio, il est 8h39. Vous venez d'entendre Alexis Corbière. Parmi les sujets dont on a parlé ce matin, évidemment, il y a cette affaire de la gifle. Un président de la République doit-il jouer la transparence, y compris dans le récit de sa vie privée? C'était la chronique de Françoise Degois ce matin. Dans ce studio, je suis avec Françoise Degois et Noémie Alioua. À nouveau, bonjour à toutes les deux. Mon cher ami, bonjour. On va revenir, bien entendu, sur l'intervention d'Alexis Corbière dans un instant. Mais d'abord, commençons par cette affaire, parce qu'elle pose une question de fond. Est-ce qu'on doit tout savoir de la vie privée d'un président de la République à partir du moment où un journaliste croit savoir qu'il a une explication d'une image qui, il faut bien le dire, est une image sur laquelle on s'est interrogé. Parce que, oui, voilà, cette image, elle a été publique. On n'a pas regardé à travers le trou de la serrure concernant cette image d'Hanoï et cette gifle. Bien sûr que non, on n'a pas regardé, pas plus qu'on a regardé par le trou de la serrure quand François Hollande se fait lever comme un bleu avec son scooter, avec des croissants pour Julie Gaillet. Donc ça fait partie, c'est des choses qui tombent quasiment, j'ai envie de dire, dans le domaine public. Mais non, moi je crois qu'un président n'a pas, ou une présidente n'a pas à être transparent. La vie privée, les relations amoureuses, doit s'arrêter là, on doit pas en savoir plus. Les relations amoureuses, les relations humaines, les relations transcendées, platoniques, mettez le mot que vous voulez, sexuelles, assumées, etc. Donc quel que soit le type de relation, c'est la dernière liberté qui reste à un être humain. Donc, le président de la République est un être humain. À partir du moment où ça ne joue pas véritablement sur la vie de l'État, le fonctionnement de l'État, on s'arrête au trou de la serrure. C'est une tradition française, on n'est pas tout à fait d'accord, Noémie, là-dessus. Eh bien, c'est une tradition française, comment vous dire? Elle peut évoluer, cette tradition aussi. Mais surtout pas. Elle tient encore. Moi, je veux pas être la presse anglo-saxonne. J'en ai rien à fiche d'être la presse anglo-saxonne, et notamment la presse britannique. Ça ne m'intéresse pas. Noémie Alioua. Alors, le président de la République est un être humain, mais ce n'est pas un être humain comme les autres. Il a décidé de se vouer à la France, il a décidé d'être à la tête du pays, il a décidé de se donner entièrement, corps et âme, normalement, à ce pays, à la France. Et donc, dans la mesure où il est président de la République, il est très difficile, je crois, de considérer que sa vie privée n'intéresse pas les Français. Sa vie privée intéresse les Français, puisque d'ailleurs, dans chacun de ses déplacements, il se montre avec sa femme. Sa femme fait partie de son processus politique. Donc, quand on est président de la République, on est président de la République à part entière, et on ne peut pas s'étonner du fait que les Français veulent savoir. Il n'y a pas de frontière. C'est pas la question qui est posée, Noémie, par Jacques. C'est pas la question qui est posée. C'est la question à laquelle j'ai envie de répondre. Mais je pense que quand on est président de la République, je pense que quand on a fait le choix de faire de la politique à ce niveau, on ne peut pas s'étonner ensuite que les Français soient intéressés par la vie privée. Mais nous, médias, est-ce qu'on doit se fixer des limites ? Est-ce qu'on doit s'interdire d'aller plus loin et d'aller dans la chambre à coucher quelque part? Chambre à coucher ou pas, d'ailleurs, on n'en sait absolument rien. Je rappelle que l'Élysée a démenti. On en est là. En fait, c'est un journaliste qui a publié un livre, peut-être rappelons-le, un journaliste de Paris Match, Florian Tardif, qui a publié un livre sur ce couple présidentiel et qui a donné cette information en public. J'espère pour lui qu'il a des preuves, parce qu'effectivement, quand on avance une information pareille, normalement, il faut pouvoir la prouver. Donc j'espère encore une fois pour lui qu'il peut la prouver, même s'il y a assez peu de chances véritablement que l'Élysée ne décide de lui tomber dessus, et notamment de lui mettre un procès. Pourquoi? Mais parce qu'ensuite il faudra prouver que ce soit le cas ou non. Et ce sera déjà alimenté. Mais ce serait alimenter cette machine infernale. Mais encore une fois, cette histoire passionne les Français, comme depuis toujours. L'affaire privée des présidents de la République a toujours passionné les Français, et particulièrement aujourd'hui à l'ère de la transparence. La réponse, c'est pas ça la question. Bien sûr que la vie privée des puissants passionne toujours. La question n'est pas là. Vous êtes en train de m'expliquer, il montre qui il veut, Emmanuel Macron ou François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Là n'est pas le sujet. Ce qui reste du domaine privé des relations et des sentiments reste privé. Que vous soyez président de la République ou vous appelez Duchnock. Quand vous appelez Duchnock et que vous êtes président de la République, à mon sens, ça change quelque chose. Par ailleurs, le fait que ça passionne les gens, je suis d'accord avec vous. Même moi, j'aime bien chez le dentiste lire quand j'attends mon rendez-vous. J'aime bien. Vous reconnaissez. Mais bien sûr que ça passionne. Mais est-ce qu'on en fait un objet politique? Est-ce qu'on invite? Est-ce qu'on en fait un objet politique? Est-ce qu'on le popularise? Est-ce qu'on le traite? Et comment on le traite médiatiquement? Je vais poser la question différemment. Ça n'existe pas. Je vais poser la question différemment en m'appuyant sur la thèse qui est défendue dans le livre.
si on était à un tournant dans la vie privée d'Emmanuel Macron. Mais oui, en quoi ça vous gêne? Oui, mais c'est pas une question. C'est pas une question que ça nous gêne. Mais est-ce que ça a un impact ou pas? Mais non, mais je crois pas que ça a un impact. Vous pouvez pas le savoir. Moi, je pense, par exemple, que merci pour ce moment. Je te laisse la parole après, Noémie. Je pense que, par exemple, merci pour ce moment de Valérie Trierweiler, qui est un best-seller. Je pense 500 000 exemplaires vendus. On est au-delà on est du réel et on compte même pas la version poche. On est au-delà du réel. Eh bien, ça, je pense que ça fait encore plus de mal au quinquennat de François Hollande. J'en faisais partie, donc je sais le fracas que ça a été. Mais là, il y a des faits, comment dirais-je, voilà, c'est indéniable. Je pense que ce livre-là détruit en grande partie le quinquennat de François Hollande. Je ne crois pas du tout que le fait que, éventuellement, Emmanuel Macron et Brigitte Macron se séparent à 1 an de la fin du mandat change quelque chose. On est avec Jean-Paul qui est à Toulouse et qui est plutôt d'accord avec vous, Françoise. La vie privée du président, dit-il, ne nous regarde pas. Bonjour, Jean-Paul. Oui, bonjour Jacques, bonjour Françoise, bonjour Noémie. Bonjour. Quelle limite vous fixez, vous? Qu'est-ce que vous en dites? Que ça ne passionne pas la vie des Français, d'une part, ça les fait rigoler. La vie personnelle du président de la République, on a entendu déjà tout un tas de choses sur Macron, sur le sexe de sa femme, etc. C'est dégueulasse. Basta. C'est pour amuser la presse, c'est pour amuser les médias. C'est pour en même temps faire de la diversion parce qu'on a des problèmes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus préoccupants et qu'il faudrait effectivement prendre à bras le corps et s'en occuper. Mais non, on balance des choses comme ça pour amuser, faire de la mousse, faire du vent. Je pense que un certain nombre de gens ont dû investir dans les éoliennes pour brasser autant de vent. Et donc non, ça, on se fiche pas mal de ce que Macron fait de ses fesses. Voilà, mais ça, c'est bien résumé. Mais c'est étonnant si vous dites ça. C'est-à-dire, quand vous dites ça ne passionne pas les Français, mais que vous voyez le nombre de réactions et là aussi la façon enflammée dont on est en train de débattre, ça prouve quand même. Presse, vous et moi, on parle pas du tout de la vie privée, on parle de la presse. Il y a eu des articles. Faut pas être hypocrite, c'est aussi ce que vous nous dites, Noémie. Il faut pas être hypocrite. Non, mais souvenez-vous, parce que François, c'était intéressant. Vous avez parlé du livre Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler qui était revenue sur cette affaire avec François Hollande. Oui. Mais les gens disaient tous, au fond, ça ne nous intéresse pas, etc. Et je me souviens des queues le jour de l'ouverture des librairies, de la sortie de ce livre. Il y avait des reportages sur les queues à n'en plus finir. Les files d'attente devant les librairies. En train de dire du nombre de Français qui se disaient, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment, qui avaient un petit peu honte de se dire que, on est loin d'avoir terminé. Et aujourd'hui, regardez la presse américaine. Moi, j'ai vu des articles dans le New York Post, etc. La presse du monde entier s'intéresse à ça. Moi, je ne veux pas devenir ça. Il faut accepter le monde dans lequel on vit. Il faut pas faire avec l'idée qu'on n'accepte pas le monde. Je pense qu'on peut avoir une exception française. On la tient encore. Moi, je dis pas que ça intéresse pas les gens. C'est pas ce que je dis. Je dis, c'est quoi notre travail à nous? Est-ce qu'on fait de l'analyse politique avec ça? Non, mais nous, on n'est pas paparazzi. C'est non. On n'est pas paparazzi. La question est posée et c'est pas terminé. On en parle dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Le Grand Matin sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On parle beaucoup de cette affaire de la gifle donnée par Brigitte Macron à Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez, cette image avait fait le tour du monde. Ça s'était passé à Hanoï. On s'était tous interrogés. Pourquoi cette gifle? Eh bien, on a peut-être une explication aujourd'hui. Elle est avancée en tous les cas par un journaliste de Paris Match qui sort un bouquin, qui sort un livre dans lequel il raconte un certain nombre de choses. Et on en parlait juste avant la publicité, Françoise Degois, il nous disait, il reprend d'une certaine façon, c'était l'objet aussi de votre chronique ce matin, il reprend des informations qui circulaient déjà dans la presse. Il faut bien le dire et expliquer aux auditeurs, c'est pas un breaking news pour ceux qui sont un peu dans les arcanes du pouvoir et de la presse. Alors c'était pas repris par la presse, mais là j'en veux pour preuve Noémie parce que nous avons vécu à peu près les mêmes choses toute l'année 2024. Vous ne pouviez pas faire un déjeuner entre journalistes ou avec des politiques de gauche comme de droite qui nous expliquaient alors Macron, Goldstift-Stéphanie. On était dans des c'est devenu une folie. Ça c'est devenu. Il faut relire la rumeur d'Edgar Morin. Enfin, je veux dire, il faut relire la rumeur d'Orléans pour comprendre à un moment donné comment une légende urbaine ou pas
devient une folie générale. On a eu l'épisode du genre sur Brigitte Macron et elle s'en est expliquée. J'ai quand même une pensée pour Brigitte Macron. Hein. Je pense que quand même très peu de premières dames ont essuyé ce qu'elle essuie quand même depuis 10 ans. Brigitte Macron, ses attaques de Bolsonaro sur son physique, sur son âge, ses mises en cause de genre. Voilà une femme qui a été obligée quasiment de faire une autopsie, comme on fait pour prouver qu'elle était une femme. Maintenant, on lui colle une relation platonique, ça c'est pour se couvrir en fait, hein. Platonique avec Golshifteh Farahani, personne ne peut se défendre. Vous imaginez bien que Golshifteh Farahani va pas faire un communiqué. Là, on est sur quelque chose vraiment, pour moi, hein, vraiment de presque inconscient. Je sais pas si Florian Tardif, qui est un garçon que j'aime bien, j'avais vu dans quelques débats, se réalise l'effet dévastateur que ça peut avoir. C'est pas du tout à fait certain, puisque il a fait cette annonce dans une interview qu'il a donnée à RTL, qui était dans le cadre d'ailleurs de la sortie de son livre, qui est sorti il y a seulement quelques jours. Est-ce qu'il a mesuré, au fond, ce qu'il était en train d'annoncer ? J'imagine que c'est des questions que vous avez avec votre éditeur, quand même. J'espère pour lui. Maintenant, c'est vrai que sur le coup, pour aller dans le sens de Françoise Desgois, Madame Macron, elle a beaucoup essuyé. Elle a beaucoup essuyé d'humiliation depuis le début de ces deux quinquennats. Cette histoire d'amour n'a pas été comprise. Elle a été beaucoup jugée parce que différence d'âge avec une femme plus âgée, parce que couple... au fond assez original dans ce monde politique, et c'est une femme qui a subi des humiliations, des insultes, des attaques absolument monstrueuses, qui a dû se justifier d'être une femme. Je vais me faire l'avocat du diable, mais honnêtement, quand on est à l'Élysée, je veux dire, on se doute bien que des histoires, on va en avoir, qu'elles vont circuler, des fausses et des vraies. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu le corollaire du pouvoir. Quand on est à ce niveau-là, et que on n'est pas non plus totalement effacé. C'est-à-dire que Brigitte Macron, même si elle joue pas le rôle que toutes les dames, que toutes les premières dames ont pu jouer par le passé, elle a quand même, et elle occupe quand même un rôle. Donc, si vous voulez, c'est le corollaire. Ça va avec. Ça n'excuse pas tout. Non, mais moi, je suis pas dans l'accusation ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Les journalistes sont libres. Chacun sort les livres qu'il a envie de sortir avec les infos qu'il veut. Mon questionnement n'est pas celui-là. Je redis, mon questionnement n'est pas celui-là. Mon questionnement est comment nous nous situons, nous, en tant que journalistes et en tant que médias, comment nous nous situons par rapport à ce type d'information. Comment on sépare le bon grain de livret? Est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on met est-ce qu'on amende? Est-ce que j'ai été sidéré d'interview. Alexis Corbière dans ce studio a été très clair. Pour lui, pas question d'aller effectivement. Il a écouté votre chronique. Pas question de regarder. Pas question de regarder dans la chambre à coucher de qui que ce soit. Il y a une exception française. Et moi, je veux qu'on la respecte. Un mot quand même. Vous avez entendu Alexis Corbière tout à l'heure. On a parlé beaucoup de la sécurisation des musées puisqu'il est rapporteur. Il fait un certain nombre de propositions. Mais j'ai envie de vous entendre sur cette fameuse primaire de la gauche. Moi, pardon, mais j'ai tendance à me dire, mais ça n'arrivera jamais, en fait. Ils sont 10 de ce côté-là. Est-ce que, Noémie, vous avez écouté les arguments d'Alexis Corbière? D'ailleurs, malheureusement, il n'en a pas beaucoup. Il espère, c'est un souhait pour le moment. Hein. Mais il y a une inflation de candidatures à l'élection présidentielle qui est absolument vertigineuse, mais à gauche comme à droite. C'est-à-dire qu'on est à l'ère de moi président, tout le monde va être président. Vous avez oublié Mathieu Pigasse, tout le monde va être président. Mathieu Pigasse, peut-être un jour Philippe de Villiers, c'est des choses aussi qu'on peut entendre. François Hollande, évidemment. Mélenchon, qui a déjà annoncé sa candidature sur TF1. François Ruffin. Ils veulent tous être président de la République. Alors j'espère qu'ils considèrent tous qu'ils ont aussi les capacités pour mener le pays dans une meilleure perspective d'avenir. Parce que c'est quand même ça le sujet. C'est pas moi-je. C'est ça le sujet. Alors l'un des arguments d'Alexis Corbière, c'est de dire, oui, mais il y a le jeu des sondages et par la force des choses, il y a un moment où on sera contraint de passer par la primaire. Vous y croyez à cet argument ou pas? Parce que là, c'est inédit. Non, je n'y crois pas dans la mesure, encore une fois, où certains ont déjà annoncé leur candidature, mais c'est comme à droite. Quand vous avez par exemple Bruno Retailleau qui a déjà annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, quelque part, la droite est déjà engagée. Comment est-ce qu'ensuite vous faites pour organiser une primaire quand vous avez déjà eu des déclarations? Ça va être compliqué quand même. Il y aura des alliances. Au-delà des primaires, il faut s'attendre à des alliances. Je me permets de rectifier vos propos. Toutes les primaires ont toujours été faites entre des gens qui avaient annoncé leur candidature déjà. Donc ça, c'est pas le problème. Moi, je
je suis une fan de la primaire. Les arguments qui consistent à ça dire... donne un élan aussi. Ça donne, non seulement ça départage une ligne, une primaire, ça donne un élan, mais ça donne aussi une légitimité. Et tous Ça les gens qui assoit me un donnent... candidat. oui, mais regardez, toutes les primaires sont mal passées. Elles sont pas mal passées à cause de la primaire, elles sont mal passées à cause des fautes des candidats qui ont suivi. Benoît Hamon, il met 1 mois et demi. Quand il gagne la primaire, Benoît Hamon, il est à 17% dans les sondages. C'est énorme. C'est sa responsabilité s'il passe 1 mois à négocier avec les Verts, à perdre autant de temps et se faire rattraper par Mélenchon. Vous dites, après, il y a aussi Mais bien l'utilisation sûr, qu'on en fait de cette François primaire. Fillon, il a un élan et une Exactement. légitimité de 4 millions de S'il n'y a votants. pas l'affaire des- S'il n'y a des- pas l'affaire des costumes, la primaire, tout le monde dira qu'elle est merveilleuse, comme Exactement. elle a été merveilleuse pour François Hollande. Non, mais ce qui est Donc, je intéressant pense qu'à aussi la dans fin ces des nouvelles fins, primaires, tout le monde va conclure. s'entendre et qu'à la fin des fins, eh bien, on va atterrir sur une primaire parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Noémie, Vous savez ce un que mot disait Lacan? Oui, non. Le réel, c'est quand on se cogne. Eh bien, bientôt, Exactement. tout le monde va Et se on- cogner au et- réel. Et je pense qu'on va se cogner au réel, notamment parce qu'on va voir qu'il va encore y avoir des alliances entre la gauche et l'extrême gauche, alors même que c'est censé être des courants de pensée qui s'affrontent sur des questions de liberté, sur des questions de laïcité, par exemple. La primaire qui va permettre encore de créer des alliances entre la gauche et l'extrême gauche va nous montrer qu'effectivement, le réel, c'est quand on se cogne, et peut-être que la gauche social-démocrate a vocation à être vassalisée par la France insoumise. Merci Non, infiniment. jamais. Merci infiniment. Jamais. Merci infiniment à toutes les deux. Noémie Alioua et Françoise Degois. Évidemment, on vous retrouve très vite sur les antennes de Sud Radio. Dans un instant, c'est le journal de 9h.